Donc, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Jacques Coul, donc du Québec, ce soir, qui va nous parler, alors d'abord, qui est directeur de Cadre 21, donc il va nous dire quelques mots de Cadre 21, et il va nous parler ce soir de leadership et badge numérique. Donc, c'est une question très importante au niveau de l'Europe à l'heure actuelle et du Québec. Et donc voilà, donc je vous propose comme d'habitude un temps de présentation par Jacques Coul et après nous aurons un temps de questions-réponses. Alors donc ce qui est très important là, c'est que tout le monde ferme ses micros pendant que Jacques est en train de... Alors, voilà, ça y est, voilà, notre petit participant n'a plus son micro. Et donc, voilà, c'est bon, Jacques, on peut commencer. Ok, merci. Bonjour tout le monde, bonsoir. Ici, on est en plein milieu de journée ensoleillée avec moins 10 au cadran, donc c'est l'hiver, hein, la chaleur est à l'intérieur. Il me fait grand plaisir de partager avec vous en ce moment dans ce webinaire. On va parler de compétences, de leadership et de reconnaissance. Dans un instant, je vais me lever, je vais aller désactiver ma webcam pour ensuite partager mon écran avec des diapositives. Par contre, avant d'y aller, un mot sur qui je suis. Je suis d'origine acadienne. J'ai passé toute ma vie à l'est du Québec, les Maritimes. Et depuis presque 5 ans maintenant, je suis à Montréal pour ce projet qui est Cadre 21. Et éducateur toute ma vie, j'ai une formation en biologie marine il y a de cela longtemps. Ensuite, en éducation, j'ai travaillé pendant 25 ans dans un ministère de l'éducation au niveau des programmes d'études, de la formation à distance, de l'évaluation des apprentissages, des écoles communautaires et toute autre tâche connexe. Et aussi très heureux maintenant d'être à Montréal pour ce beau projet de développement professionnel qui est le Cadre 21, qui va être la toile de fond de notre présentation ici. Donc, je vais me lever et aller d'abord fermer ma webcam pour ensuite partager mon écran avec vous. Et ça me permet aussi de me rapprocher du micro. Donc, je n'aurai pas à crier tellement fort. Donc, je vous partage mon écran. Viviane, on y va comme ça? D'accord. Merci. Vous pouvez m'indiquer peut-être si vous avez affiché la diapositive d'Amos? Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Okay. C'est bon. Donc, l'ensemble de mes diapositives sont en lecture avec un URL raccourci, monurl.ca/ange, avec le code QR à côté. Donc, c'est un lien vers les Google Slides de cette présentation ici. Donc, je me lance et puis, ne vous voyant pas, Viviane, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a une intervention à faire. Donc, OK, merci à tous. Donc, justement, je le mentionnais, cette adresse ici, monurl.ca, les diapositives vont pouvoir rester disponibles au-delà de notre webinaire. Mon équipe, le Cadre 21, on est une petite équipe, présentement 5 personnes, mais on fait appel à toutes sortes d'expertises un peu partout dans le réseau pour répondre au cas qui nous est confié. Moi, je suis celui qui est à gauche en haut. Et puis, voilà, donc je vais quand même poursuivre parce que présentement, je me trouve dans ce que j'appelle mon terrain de jeu. Les images que vous voyez, ce sont celles du local dans lequel je me trouve et c'est un lieu tout à fait dynamisant pour une variété d'événements. Mais ce n'est pas de ça dont il est question aujourd'hui. On va plutôt parler du mandat principal de Cadre 21, qui est celui du développement professionnel, avec en toile de fond, justement, à parler d'abord de compétences et de leadership et de reconnaissance. Mais si jamais vous êtes de passage à Montréal, il me fait plaisir de vous recevoir dans ce lieu qui a également servi de modèle à plusieurs écoles qui ont justement à revoir leurs aménagements physiques
On parle d'aménagement flexible ou d'aménagement agile et l'impact que ces nouveaux aménagements-là auront ou ont sur la pédagogie, la posture de l'enseignant et le rôle des apprenants. Je me lance dans le sujet et les quelques prochaines diapos, j'imagine sans surprise pour vous tous qui êtes sûrement conscients et qui vivez les transformations profondes de notre société, notamment, oui, pas seulement technologiques, sociétales et démographiques, oui, et économiques, mais en termes de technologie, comme vous le savez, aujourd'hui, eh bien, 2 personnes sur 3 ont un appareil mobile. Près de la moitié sont des utilisateurs actifs des médias sociaux. On a vu qu'est-ce que ça fait sur une base personnelle, mais sur une base aussi collective. Donc, c'est le monde dans lequel on vit qui subit des transformations vraiment profondes. On entend souvent parler de 4e révolution industrielle, notamment le discours de M. Schwab du World Economic Forum, mais je vous invite à découvrir un penseur québécois du nom de Michel Cartier, un peu notre Michel Serres à nous, qui, lui, au lieu de parler de la 4e, préfère invoquer la première ère post-industrielle, puisque l'ampleur des changements, et on termine un peu cette zone de transition, comme il l'appelle, sont quand même de quelque chose, c'est du jamais vu. Donc, il utilise les termes d'une ère post-industrielle. Et son site que vous pourrez aller découvrir, c'est son site en termes de ses écrits, 21siècle.Québec. C'est également ce monsieur Cartier qui dit qu'on passe d'une ère industrielle caractérisée de façon analogique avec des savoirs transmis de haut en bas ou d'un corps de connaissances vers des gens qui reçoivent à une société numérique qui est beaucoup plus réseautée, où il y a beaucoup plus de transversalité de l'information et d'impact. Les impacts notamment notamment avec les médias sociaux, on passe d'un monde de raison à un monde d'opinion. Et on sait très bien les dérapages que peuvent procurer ceci. Donc, pour le monde de l'éducation, nous qui avons tous cette mission de contribuer à notre façon au monde de l'éducation, eh bien, quelle sorte justement d'éducation veut-on transmettre, amener nos jeunes à développer, nos apprenants à développer? Et de plus en plus, on parle de compétences. Mais j'aimerais prendre un instant pour décrire quelques compétences qui, à mon avis, ne sont pas du tout en opposition avec des savoirs, avec des contenus, des connaissances. Au contraire. Parce qu'aujourd'hui, comme dit Tony Wagner, ce n'est pas ce que tu sais qui compte, c'est plutôt ce que tu sais faire avec ce que tu sais. Et je me permets d'ajouter, et ce que tu sais trouver par toi-même ou avec d'autres. Donc, dans cette simple phrase-là, on retrouve finalement un amalgame de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, de savoir publier, de savoir rechercher et qui illustre d'une façon très synthèse ce maillage-là entre les connaissances et les compétences. Certains se sont même permis d'étaler des compétences dans un tableau périodique des compétences. Vas-y. Oui, et d'autres, ici, c'est j'entends quelqu'un. Voilà. Fermez les micros. Est-ce que vous pouvez tous fermer vos micros? Merci. Merci à vous. Donc, j'ai cette chroniqueuse, Fleur Chrétien, c'est son nom, a fait une représentation quand même intéressante de ces soft skills que les entreprises s'arrachent, oui. Moi, je me permets de dire que l'éducation, on sait que c'est aussi permettre à chacun de réussir son projet, pas seulement son projet de carrière au pluriel, mais plutôt et aussi son projet de vie et de carrière. Donc, ce n'est pas une opposition. On parle de nouveaux rapports au savoir, de façon beaucoup plus intégrée et d'une plus grande complexité. Parce que la vie, comme dit mon ami Michel, ce n'est pas un jardin de silos.
Je vous offre ici ma traduction directe des écrits de Charles Fadel du Center for Curriculum Redesign et qui parle de l'éducation au 21e siècle en termes de connaissances, de compétences, de caractère et de métacognition. Donc, de connaissances, qu'elles soient traditionnelles, nos champs disciplinaires que l'on connaît tous, plus modernes, on n'a qu'à penser à l'entrepreneuriat, la robotique, d'autres nouvelles disciplines. C'est qu'on a, oh, attendez, voilà. Donc, c'est ce maillage complexe de ce que l'on sait, couplé avec comment on s'engage dans le monde en termes de résilience, leadership, courage, curiosité, on parle de pleine conscience également, et aussi de ce que l'on fait avec ce que l'on sait. En faire part de créativité sur l'apanage du monde artistique, la pensée critique, la collaboration, les fameux C. Et aussi, en toile de fond, cette posture réflexive d'apprenant que je qualifierais d'apprenant en mode bêta perpétuel. Aussi, on voit justement ces nouvelles configurations de nos lieux d'enseignement qui illustrent encore l'importance de ce jumelage-là de développement de nouvelles compétences, comme on vient voir de différentes représentations, qui ont un impact sur les espaces d'apprentissage, qu'ils soient dans un contexte numérique ou dans un contexte physique, mes images du début, et comment ceci interagit sur les scénarios pédagogiques qu'on peut mettre de l'avant. Donc, les nouvelles compétences demandent de nouveaux scénarios pédagogiques qui, eux, requièrent de ces nouveaux espaces-là pour pouvoir les faire vivre. Et ces nouveaux espaces-là vont favoriser justement le développement de ces compétences. Donc, c'est quand même un diagramme triangulaire fort intéressant. Et ce qui permet les liens entre ces trois éléments-là, eh bien, c'est la qualité du relationnel, les relations humaines et les leviers que procurent les outils numériques. Le lien, ça nous vient de Future Classroom, de European SchoolNet. Je voudrais aussi évoquer ce que l'ami Marcel Lebrun, ce professeur-chercheur de la Belgique, qui a notamment travaillé. Jacques, excuse-moi une minute, je vais redire, il faudrait absolument que tout le monde ferme les micros. Inde, est-ce que tu peux fermer ton micro? Et le docteur Doha aussi, est-ce qu'il est possible de fermer le micro? Il y en a d'autres, Viviane. Il y a Rania, je ne sais pas qui c'est. Il y a Reddy, je ne sais pas qui c'est. Il y a donc le docteur Doha, le docteur Amani. Et voilà. Toutes ces personnes pouvaient fermer leur micro. Inde et MacBook Air. Alors, je ne sais pas qui est connecté sur MacBook Air. Moi, j'ai un MacBook Air en passant, mesdames. Ah, ça va. Mais alors, c'est toi, mais tu ne parles pas. Il faut cliquer sur le micro pour fermer l'audio. Oui, non, Martin, il est coupé son micro. Hein. Martin, son micro et sa vidéo sont coupés. Alors, juste, Viviane, ce qu'on peut faire, Jacques, j'ai la possibilité de couper tous les micros, mais je ne sais pas si on va vous entendre. Okay. Alors, tous les micros des participants seront coupés, y compris les niveaux, et permettre aux participants de réactiver leur micro. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, je le fais. Voilà. Mais maintenant, je ne vous vois plus. Bon, et là, vous m'entendez par contre? Alors, Jacques, on vous entend, mais par contre, on n'a plus votre présentation. Ah, ben justement, je vais arrêter le partage. Ah, c'est peut-être pour ça. Voilà, et je relance le partage. Si vous pouvez relancer votre partage, là, j'ai coupé tous les micros pour tout le monde. C'est super, ça marche. Excellent. Donc, on peut continuer? Oui, voilà. Merci Marie-Jeanne. Merci Jacques. Excellent. Je me permets ce petit passage intéressant de Marcel Lebrun. Pendant longtemps, surtout avec peut-être certaines résistances pour la venue du numérique dans des lieux d'enseignement, d'apprentissage, on disait, ben non, it's not about the tool. C'est vraiment pas, ça n'a rien à voir avec l'outil pour un peu se rassurer. Alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que
écoutez, et on le sait tous, on est ici aujourd'hui ensemble venant de plusieurs pays, plusieurs fuseaux horaires, et nos activités quotidiennes sont appuyées par des usages variés du numérique. Et ça modifie nos façons de vivre, d'apprendre et de travailler. Donc, repenser l'école, cette institution, à la lumière de ces nouvelles réalités, on est d'accord de l'importance d'actualiser et plutôt en termes d'humanité numérique, dans les termes de Lebrun, où, comme Harari, l'auteur, parlait au lieu de dataïsation de l'humain, c'est plutôt d'humanisme numérique. Et c'est un beau défi que nous avons pour justement amplifier la qualité des relations entre l'enseignant et l'apprenant. Et cet apprenant-là pouvant être l'enseignant en formation continue. Évidemment, dans nos organisations, il y a des gens que ça, il y a des gens qui sont déjà lancés, les leaders, les affûtés, ceux qui vont tout de suite entreprendre des innovations. Vous avez quand même un bloc de gens, dans la métaphore du crayon, représenté par la réserve, qui seraient prêts à se lancer moyennant un accompagnement. Et à l'autre bout, vous avez quand même de la résistance, des gens qui s'accrochent ou carrément à l'autre bout, des effaceurs qui ne veulent rien savoir, comme on dit au Québec. Donc, c'est une réalité du monde dans lequel on vit. La clé, à mon avis, c'est lorsqu'on parle de développement professionnel et de formation continue, de reconnaissance et de leadership, c'est de viser la section du milieu pour amener le plus de gens à adopter un changement pour toutes les bonnes raisons qui sont ici d'ordre pédagogique et d'apprentissage. Les écrits sont nombreux. On peut dire avec confiance que les grandes influences sur l'apprentissage des étudiants ou des apprenants, eh bien d'abord, c'est l'enseignant. L'effet enseignant, expert, passionné, innovant et réseauté. Mais ça ne dépend pas que de lui ou elle, ça dépend aussi de la direction dynamique qui, elle, veut justement permettre à cet enseignant-là d'innover et de bien travailler, et en même temps un système ou une institution qui, elle, peut offrir le support, le temps et les ressources pour permettre le succès des deux premiers. Donc, de cette vision concentrique-là, on pourrait placer au centre de cette concentration, évidemment, l'apprenant, qui est notre indicateur ultime dans tout ce que l'on fait. Donc, ça nous incite au leadership, ça nous incite à être, selon nos fonctions, d'exprimer un leadership, pas seulement celui de la direction. Donc, dans un établissement, dans une équipe école, dans un collège, dans une université, les gens qui font foi de vecteurs de changement, est-ce qu'ils modélisent dans leur pratique? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Est-ce que les enseignants se sentent outillés pour comprendre la réalité du monde dans lequel on vit et celle de la clientèle avec laquelle ils travaillent? Est-ce que les outils sont utilisés de façon efficiente et aidante pour collaborer, pour partager des informations, d'amener un changement de pratique? Et aussi, est-ce que ces enseignants-là sont au fait des dernières recherches? On veut éviter l'improvisation pédagogique, mais plutôt y aller de façon appuyée et d'exprimer notre créativité pédagogique sur de bonnes bases solides. Je prends ici une illustration, c'est un croquis-notes d'une amie créée par Marie-André Ouimet qui relate les faits saillants d'un billet de blog de mon bon ami Marius Bourgeois, le lien est sur la diapo, qui parle des habitudes du leader pédagogique. Et ce que je trouve intéressant, et ça va me permettre de faire le lien vers ce qu'on fait à Cadre 21, c'est qu'il a regroupé ses attributs de leadership en éléments visibles et invisibles. Donc, vous voyez au numéro 1, cette posture-là d'avoir un dialogue intérieur positif, d'élever sa conscience de soi, de se fixer des objectifs, cette notion de rigueur au numéro 4, d'être en réflexion constante,
la question d'attitude au numéro 8, d'estime des autres, cette mentalité d'abondance ou ce qu'on entend en anglais le growth mindset. Eh bien aussi, on associe à cela une posture aussi plus visible, c'est-à-dire est-ce que cette personne-là, est-ce que ce leader, et je dis bien leader, ça peut être professeur d'université, direction d'établissement, enseignant au secondaire, au lycée, est-ce que cette personne est réseautée pour justement être à l'affût de ce qui se passe dans un monde en évolution croissante? Est-ce que les apprentissages qu'on réalise, est-ce qu'on les rend visibles? Je dis souvent aux gens, racontez votre histoire, exprimez-vous. Est-ce que les liens avec, les relations avec d'autres, est-ce que ça ajoute une valeur? Cet aspect-là de travailler en co-construction, par exemple, et l'innovation à l'intérieur de la boîte. On dit souvent l'expression anglaise « think outside the box ». Moi, je préfère dire « pensons de l'intérieur de la boîte ». On peut peut-être étendre les côtés pour laisser entrer un peu d'air frais, mais c'est d'innover à l'intérieur des milieux dans lesquels on travaille. Celle-ci, cette dernière affirmation, je la trouve intéressante parce que c'est une invitation aux gens à faire mieux ce qu'ils font bien. On peut avoir l'image bon, ben, on aura jeté le bébé avec l'eau du bain si on veut complètement transformer. Il n'y aura pas de tabula rasa en éducation, vous le savez aussi bien que moi. Et un petit conseil, une petite astuce, lorsqu'on entend dans nos échanges, ah, ben, il y a tellement de contraintes dans nos structures rigides et tout ça, au lieu d'utiliser le mot contrainte systémique, au lieu du terme contrainte, changez-le pour composant. Il y a des composants systémiques qui caractérisent nos milieux. Et bien, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire de façon itérative pour amener un changement positif et qu'on peut monitorer? C'est là où j'arrive à CAD 21, CAD 21 qui est un acronyme, finalement, Centre d'animation, de développement et de recherche en éducation pour le 21e. Et c'est une organisation à but non lucratif. Ce n'est pas une entreprise. On est vraiment enregistré comme organisme à but non lucratif et qui a comme mission de desservir les intervenants francophones du monde de l'éducation. Nous avons choisi le créneau francophone parce que, un peu pour pallier à une certaine pénurie ou lacune de bons contenus de formation en français sur le web. Puisque notre mandat premier de développement professionnel, eh bien, c'est une offre d'auto-formation qui sont en ligne, dont on va élaborer un peu plus tantôt. Mais aussi, on veut accompagner les gens dans leur réflexion et aussi leur veille sur les grands enjeux. Donc, dans l'acronyme de Cadre 21, eh bien, les 3 mandats s'y trouvent. Il y a d'abord un mandat d'animation et de réseautage. Le local où je suis est un lieu d'animation, mais ce n'est pas limité à nos espaces. Le mandat principal de développement professionnel avec une formule que j'estime que vous allez trouver un peu originale et atypique. Et aussi cette notion de recherche en éducation. Le CAD 21 ne fait pas de recherche, mais plutôt favorise les liens entre les innovations du milieu et le monde de la recherche. Ce genre de croisement où on peut justement rapprocher les gens dans les institutions, dans les établissements scolaires et le regard des chercheurs qui peuvent ensuite documenter et ajouter justement à l'état de nos connaissances sur tel ou tel enjeu pédagogique. Donc, ce sont nos 3 mandats. Mais nous, ici, aujourd'hui, ce soir, nous, on va plutôt se pencher sur celui du développement professionnel. Très fier de vous dire que depuis 2018, le CAD 21 est un partenaire officiel du ministère de l'Éducation du Québec. Vous savez qu'au Canada, l'éducation n'est pas de juridiction nationale. Chaque province, et c'est enchâssé dans la Constitution, a mainmise sur l'éducation et la santé. Et la province du Québec, dans son plan d'action numérique notamment, s'est dit, mais c'est très ambitieux comme projet pédagogique. Nous avons besoin de bons partenaires pour accompagner les gens dans un plan de formation continue. Et nous sommes l'un des 2 partenaires, 3 partenaires en fait, pour permettre la formation continue de tous les enseignants du Québec.
Eh bien, moi, étant d'origine acadienne de la province juste à côté, je me suis dit, ce qui est bon pour le Québec, c'est aussi bon pour tous les francophones ailleurs au Canada. Et très heureux de dire que depuis octobre dernier, l'ensemble de nos formations maintenant sont accessibles partout au Canada dans les écoles francophones. On parle quand même de 13 000 enseignants à l'extérieur du Québec, environ 90 000 au Québec comme tel. Donc, on en est très fiers. Donc, avec ce mandat-là, vient une responsabilité de mettre de l'avant un système efficient, efficace, solide, rigoureux de formation sur des sujets et aussi de reconnaissance des compétences acquises par les gens. Très rapidement, une ligne du temps du cadre 21. Vous savez que, vous savez, je vous informe, à l'origine, c'est la Fédération des établissements d'enseignement privé du Québec, à peu près 200 établissements, qui, face à un constat de sondage de 44 000 jeunes, on leur demandait comment ça va dans leur vie, comment ça va à l'école. Eh bien, entre 2001 et 2010, il y a eu une chute drastique par rapport à leur confiance face aux études, leur motivation à poursuivre. En d'autres mots, les jeunes nous disaient, bon, on s'embête à l'école. En posant la même question à une direction générale, c'est un autre son de cloche. Donc, ça a été un électrochoc qui, en 2012, a saisi toute cette population-là pour dire, un peu comme cette fameuse phrase de la NASA, « Houston, we have a problem », pour pouvoir justement adresser de plein front des enjeux importants pour permettre à l'école de s'actualiser. Et c'est pour ça qu'à partir de groupes de recherche, de réflexion, d'État, des think tanks qu'on pourrait même nommer, sur différents aspects de l'école, dont un qui portait sur justement la valorisation de la profession enseignante et le développement professionnel. Ce qui nous a amené en 2015 au projet du cadre 21, son démarrage. Le train est sorti de gare en 2016, la mise en ligne des premières formations. Et comme je vous disais il y a un instant, en 2018, la reconnaissance par la province du Québec de notre offre de formation et plus récemment pour le reste du Canada. Ce qui fait qu'au moment où je vous parle, on est un peu plus de 6 000 apprenants inscrits sur la plateforme dans plus de 20 sujets de formation. Donc, petit à petit, je m'approche. Une image ici d'une école. Je fais un lien avec le leadership. Les deux dames que vous voyez à l'avant-scène, c'est une école primaire qui sont venues visiter nos locaux et qui se sont dit, bien, nous, on veut mobiliser notre équipe dans une démarche de formation continue. Ils ont découvert notre système d'auto-formation en ligne. Ils sont venus nous voir pour un peu se familiariser davantage, se l'imprégner davantage et elles sont reparties, elles et ils sont repartis pour suivre chez eux, dans leur milieu, leur formation sur différents sujets. Donc, ce leadership-là, j'y reviendrai dans le dernier segment de ma présentation sur comment une direction, une équipe de dirigeants peut mobiliser son milieu selon ses réalités, selon sa culture organisationnelle. Ici, c'est un résumé d'une activité, je parlais d'animation un peu plus tôt. Le cadre 21 a institué ou a créé, a mis de l'avant deux versions du sommet sur le développement professionnel en éducation, le plus récent qui a lieu au printemps dernier. Et on s'est penché avec des intervenants de tous les milieux, vraiment tous les milieux, des directions générales, à syndicats, à fonctionnaires, à enseignants, à conseillers pédagogiques, 4 thématiques. Celle de la profession enseignante face à ce changement de posture pour une nouvelle réalité, l'importance de l'accompagnement pour une vision partagée du développement professionnel dans son milieu, dans son institution, l'importance du leadership pour justement favoriser une culture de formation continue dans les établissements et aussi la formation universitaire qui n'est pas en reste pour justement permettre une bonne insertion professionnelle et déjà dès le départ chez nos futurs enseignants, instaurer cette posture, ce mindset, excusez le terme anglais, cette posture d'apprenant en abondance ou le growth mindset et de toujours, quand je parlais d'être apprenant en version bêta perpétuelle et de faire ces liens entre la formation initiale et la formation continue. Donc, je reviens ici. Le bilan de ce sommet, eh bien, l'adresse est en haut de la diapo, sommetdp.ca. Ça vous permettra de voir qu'est-ce que ces gens-là ont donné comme piste d'action assez concrète.
Le cadre 21 aussi veut accompagner des associations professionnelles qui, elles, vont offrir des moments de formation, soit dans des congrès ou autres démarches, et on peut les badger, on peut permettre à ces organisations-là, à leur couleur, de souligner l'engagement de leurs participants dans des activités de développement professionnel. Vous en avez ici une liste partielle de nos partenaires et ça nous fait vraiment plaisir de permettre à ces associations professionnelles-là de souligner l'engagement, soit par une participation ou d'animation d'ateliers. Donc, ce qu'on appelle nos badges événementiels. Deux principes de base sur lesquels s'appuie notre démarche de formation continue, eh bien, c'est celui de la valorisation de la professionnelle en éducation et de la reconnaissance de nouvelles compétences acquises. C'est intimement lié, ces deux dimensions-là, et je vais tenter, dans les prochaines diapositives, de vous exposer notre modèle qui permet la valorisation. Elle se veut ouverte et elle se veut modulaire. En d'autres termes, ça permet à chacun de s'y retrouver et de pouvoir s'engager selon son intérêt et sa réalité et sa disposition. Parce que vous le savez, hein, ici, une définition classique de développement professionnel, on parle d'un processus. Et dans ce processus, il y a des activités. L'intention, c'est de perfectionner nos habiletés, nos savoirs. Et ultimement, l'indicateur ultime, je le dis à chaque fois, c'est bien de favoriser l'apprentissage de nos élèves. Et une expression typiquement québécoise, dans nos discours, est-ce que nos bottines, nos chaussures, est-ce qu'elles suivent nos babines, ce que l'on dit? On s'attend à ce qu'un enseignant varie ses approches, différencie, tienne compte des rythmes, contextualise. Trop souvent, malheureusement, de façon générale, on peut faire le constat que l'offre de formation, eh bien, c'est un mode assez transmissif de connaissances, sans égard au niveau des apprenants, un moment défini et peu de liens, ce qui fait qu'on entend quelqu'un parler et le pourcentage, la possibilité qu'on puisse réinvestir dans son milieu, eh bien, des fois, c'est un peu faible. Alors que nous, on veut permettre aux gens, ou on veut finalement éviter une succession de formations qui soient ponctuelles, fragmentées, décontextualisées, sans suivi ou l'accompagnement. C'est plutôt l'inverse que le cadre 21 veut favoriser ici. Parce que la recherche documente très bien qu'il y a des conditions gagnantes au développement professionnel. Je pense à la synthèse qu'en a faite Mario Richard, un chercheur québécois. Et notamment, on indique l'importance de baser nos interventions sur des données probantes, sur le plan du contenu. Je pense que m'adressant à un groupe d'universitaires, je ne pense pas que je vous surprenne avec cet énoncé-là, mais aussi on veut tenir compte de principes qui vont permettre un changement durable dans la pratique, dans le milieu, au niveau de la démarche. C'est un peu ce qu'on vise. On s'est dit au départ, et si notre formation, et si notre offre permettait de s'engager selon nos intérêts, selon nos besoins, à notre rythme, en termes d'accessibilité partout, et à l'autre bout, une reconnaissance de ces nouvelles compétences. Eh bien, c'est ce qu'on adresse dans notre modèle. Parce que notre modèle se résume dans la phrase suivante. On offre un contenu de qualité, mais dès le départ, on suscite l'engagement actif et réflexif. Rappelez-vous Fadel, hein, en toile de fond, la métacognition. Un engagement actif et réflexif de l'enseignant dans son milieu. Dans son milieu. Donc, c'est très itératif, c'est très basé dans l'action et ça implique parfois de sortir de sa zone de confort vers quelque chose de nouveau et de pouvoir partager ce qu'on a vécu et développé. L'ensemble de nos formations, et on le dit à nos experts de contenu, il faut que l'intention pédagogique soit claire. Si on parle du numérique, si on n'est pas capable d'identifier l'intention pédagogique en amont, eh bien, peut-être ça ne vaut pas la peine d'inclure du numérique. Ce n'est pas une question de mode. Et notre modèle veut favoriser l'action dans le milieu. Nous avons regroupé nos sujets selon 3 axes de développement qui correspondent à des profils de compétences professionnelles
bien dégagées dans la littérature, que ce soit au niveau de l'OCDE, que ce soit au niveau du référentiel de compétences professionnelles ici au Québec ou ailleurs. Nous avons des sujets qui touchent la compétence TIC. Je vous informe déjà, un petit changement dans le nom donné ici. On parlera de compétences numériques au pluriel. Nous avons un nombre de sujets qui touchent diverses stratégies pédagogiques et aussi l'importance de gestion de classe que nous allons renommer de façon plus large l'axe de soutien aux apprenants et pas seulement une gestion de l'unité classe qui permettra justement d'aborder des clientèles diversifiées dans des milieux changeants. En listing ici les sujets que nous avons développés à date, des sujets que vous reconnaîtrez sûrement, la ludification, la rétroaction, la classe inversée. Et il y a des acronymes, la CUA, qui est la conception universelle de l'apprentissage, ou le UDL en anglais, Universal Design Learning, la SOSA, que j'en suis particulièrement fier, savoir organiser ses apprentissages. Comment peut-on outiller un enseignant à guider ses apprenants dans le job d'étudiant, de la méthodologie, oui, mais aussi en termes de fonction exécutive, pas seulement cognitive. Comment bien préparer, au-delà d'un agenda scolaire, par exemple. La pensée design en éducation, les fameux breakout édu, les jeux d'évasion. Je vous ai parlé un peu plus tôt d'aménagement flexible, mais pédagogie en aménagement flexible, comment ça change notre posture d'enseignant. Et j'en passe. Et d'autres sujets qui s'ajoutent, l'écriture collaborative, la vidéo créative, les médias sociaux. Tout ce qui touche la compétence numérique, moi, je dis aux gens, nous, on préfère les verbes et pas les noms. Donc, on sait que les outils changent. C'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait en termes de dispositifs pour apprendre. Et nous avons très bientôt le prochain qui va s'offrir, qui va toucher cet enjeu universellement reconnu comme étant important, celui de la cybersécurité. Comment pourra-t-on guider ou outiller nos enseignants à eux aussi faire leur job de bien guider les élèves en tout ce qui touche, vous aurez deviné, les tentatives d'hameçonnage, la gestion des mots de passe, l'Internet des objets, et j'en passe. Donc, jusqu'à date, je vous ai énuméré bien des choses, mais on n'a pas encore vu en détail un peu le modus operandi. Juste avant d'y arriver comme tel, je fais un lien avec le cadre de référence de la compétence numérique. C'est un document officiel du ministère de l'Éducation qui a été lancé en avril dernier, qui liste 12 compétences numériques par rapport à l'apprentissage. Et nous avons fait l'exercice de situer chacune de nos formations et de voir quelles compétences au pluriel elles touchaient. Je prends un exemple, la formation SOSA, savoir organiser ses apprentissages, dont je vous ai parlé il y a un instant. Eh bien, ça permet de collaborer à l'aide du numérique, ça permet de mettre à profit le numérique en tant que vecteur d'inclusion pour répondre à des besoins diversifiés, ça permet de développer sa pensée critique à l'égard du numérique et ça permet aussi d'avoir une perspective de développement personnel et professionnel dans une posture d'autonomisation, d'empowerment. Donc, c'est pour vous dire que chacune de nos formations sont en lien avec un référentiel bien établi. Pour ceci, bien, on s'est documenté, on a développé pour nos experts de contenu et nos experts de rétroaction des documents de référence. La mise en chantier, eh bien, il y a un cahier des charges qui exprime bien quel est l'esprit qu'on veut avoir pour un sujet, comment organiser les contenus. Donc, les gens, nos experts de contenu qu'on va chercher selon le cas, n'ont pas à faire face à une page blanche. Et la même chose pour les gens qui vont offrir de la rétroaction aux apprenants, un guide de ces évaluateurs-là. Ici, c'est une saisie d'écran un peu sommaire d'une de nos formations qui s'appelle ici « Langage augmenté ». Je vous ai parlé un peu plus tôt de Michel Cartier, basé sur ces enjeux. Ce que j'aimerais vous attirer votre attention ici, c'est que deux choses. D'abord, d'entrée de jeu, on indique les intentions d'exploration. Gardez à l'esprit les questions suivantes, parce qu'à l'autre bout, lors de la mise en récit, on va interpeller l'apprenant sur ces questions-là. Ensuite, vous avez du côté gauche une série de tuiles qui organisent les dimensions d'un sujet, selon le cas.
Dans certains sujets, il y en a 5, d'autres, il y en a 7, d'autres, il y en a 4. Et ça nous permet à ce moment-là de butiner librement. Ce n'est pas une présentation linéaire. Les gens vont butiner selon leurs intérêts. Et pour chacune des tuiles, c'est une variété d'informations, d'infographies, de vidéos, de liens vers des billets, peu importe le type de contenu que les gens vont explorer eux-mêmes. Ce qui est important, c'est celle-ci. C'est que pour chacune de nos formations, le développement de compétences est étalé en 4 niveaux. Nous avons arbitrairement choisi ces 4 niveaux-là que nous avons appelés explorateurs, architectes, virtuoses, innovateurs. D'abord, le point d'entrée, les variables. Quelqu'un peut dire « je pense que je peux challenger, je pense que je peux me mettre au défi de démontrer que je suis au 3e, au 4e ou au 2e niveau. » Oui, bravo. Vous pouvez accéder et la balle est dans votre camp. À nous faire part de ce que vous faites selon un certain nombre de questions, de balises et tout ça, c'est sûr. Et ensuite, la responsabilité de mettre en récit ce qu'on fait chez soi et ensuite d'avoir le mécanisme de reconnaissance. Donc, essentiellement, nos formations, le corpus de contenu se retrouve dans les 2 premiers niveaux. Donc, si c'est un nouveau sujet, je vais l'explorer, connaître au sujet, mais tout de suite, on demande aux gens quel pourrait être au conditionnel l'impact sur votre enseignement, l'impact sur la motivation de vos apprenants. Déjà, même s'ils n'ont pas encore essayé quelque chose, on leur demande de réfléchir à cet égard et de faire part de leur réflexion, de recevoir une rétroaction et ensuite un badge qui va reconnaître. J'y reviens dans un instant. Le 2e niveau, eh bien, c'est un passage à l'action. Essayez quelque chose. Expérimentez. Expérimentez quoi? Une activité. Laquelle? Ah, c'est à votre choix. Selon le sujet, voici des pistes, voici des conseils, voici des ressources. C'est à vous de planifier, de vivre l'expérience, une activité d'enseignement et d'apprentissage que vous allez scénariser et dont vous ferez l'analyse, le retour ensuite. Voici ce qui a bien été, voici ce qui a moins bien été. Si c'était à reprendre, je m'y prendrais autrement. Vous voyez déjà toute la posture itérative qui devient possible à faire mieux. À faire mieux ce qu'on fait bien, comme je disais plus tôt. Le 3e niveau, à mon avis, c'est le plus important. Il s'agit d'intégrer une nouvelle compétence dans sa pratique. C'est dans ma boîte aussi d'enseignant et je suis capable de faire le design de scénario d'apprentissage. C'est une plus longue portée de temps. Je fais la classe inversée maintenant depuis un certain temps. Je suis capable d'analyser ma pratique, de mettre en récit ce que je fais avec des témoignages, avec toutes sortes d'artefacts qui viennent appuyer mon storytelling, ma mise en récit de ce que j'accomplis à ce niveau-là. Le 4e niveau, eh bien, c'est de leadership ou de passer au suivant. C'est-à-dire, j'excelle dans un domaine à un point tel que mes collègues, mon milieu, ma présence sur les réseaux sociaux, on va me demander de présenter un atelier dans une conférence ou autre. Donc, c'est de donner au suivant et de démontrer en quoi j'innove dans un tel sujet. Et ça ne passe plus inaperçu et ça devient à ce moment-là un partage de son savoir-faire. Au travers de tout ceci, c'est quelle forme de reconnaissance? Quelle forme de reconnaissance peut-on donner à ces gens-là qui s'engagent activement dans leur développement professionnel? Bien, nous, vous connaissez les badges numériques. Vous savez qu'un badge numérique, c'est quoi? C'est une image et il y a des métadonnées qui sont associées. Notre site roule sur WordPress. Vous connaissez tous WordPress. C'est le composant web ou le plugin du nom de Badge Factor, une espèce de gros plugin qui permet d'intégrer toutes les facettes de reconnaissance et de valorisation. Nous sommes sur un standard ouvert. On est dans le libre ici, selon le référentiel d'Open Badges et d'AMS. C'est Global et non pas Global, excusez la coquille. Et la manifestation reconnue d'un apprentissage, eh bien, une attestation de réalisation. Ce badge-là, dont on va voir un exemple dans un instant. Je suis fier aussi de dire que notre système permet d'afficher la démonstration de la compétence obtenue. Là, ça devient intéressant. C'est le regard de l'autre. C'est qui le regard de c'est qui l'autre? C'est sa communauté, ce sont les RH, c'est sa direction. Et qui devient aussi transférable, oui, dans le portfolio de Cadre 21, mais aussi transférable dans son portfolio, dans son baluchon professionnel.
et nous estimons qu'il est octroyé par un organisme crédible avec la reconnaissance du Québec et du gouvernement canadien. Nous pensons rencontrer cette exigence-là. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un apprenant s'engage dans un sujet? Prenons un exemple, la classe inversée. Et c'est un sujet nouveau pour un enseignant qui ne sait pas trop par où commencer. Il va explorer. On lui demande de butiner dans le sujet et en quelques heures peut faire le tour du jardin et déjà être appelé à, quand il voudra, il ou elle voudra, faire part de sa réflexion. Qu'est-ce que tu as appris? Comment ça pourrait avoir un impact sur ton enseignement et sur la motivation de vos apprenants? Donc, on fait part de sa réflexion écrite sur la plateforme. Le badge va être octroyé automatiquement. Ce n'est pas une thèse de maîtrise qu'on demande, c'est une réflexion de base. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette réflexion-là va être regroupée dans un courriel que vous appelez le mail, email, et acheminé à chaque sujet, il y a un responsable de rétroaction qui la reçoit dans sa boîte à courriel et qui va répondre à chacune des personnes qui a fait part de sa réflexion et lui donner un feedback que j'ai qualifié d'USB, c'est-à-dire une rétroaction qui soit utile pour l'apprenant, qui va l'aider, qui soit spécifique au sujet abordé et une rétroaction bienveillante. En fin de compte, n'est-ce pas un peu ce qu'un bon enseignant, une bonne enseignante va faire avec un élève qu'on relance dans son travail avec ce type de rétroaction-là? Et d'un point de vue technologique, c'est bien simple, on parle d'échange de courriel. Donc, on est dans du low technology. Pour les 3 autres niveaux, eh bien, nous avons un barème qui permet de dire est-ce qu'on donne ou pas un badge. Notre barème est très simple. C'est le succès ou en voie de réussite. Et là, c'est une intervention humaine. Nous allons manuellement accorder le badge basé sur la recommandation de nos responsables de rétroaction qui vont dire « Bravo, voici votre badge et voici aussi une rétroaction USB ». Et en même temps, nous actionnons manuellement dans la plateforme le badge qui est décerné à la personne. Les critères sont quand même simples. On veut quand même éviter l'improvisation. Hein? La grille d'évaluation, elle est connue en amont de tous. Au deuxième niveau architecte, on parle de suffisance, pertinence, clarté et qualité. La même chose au niveau virtuose, en termes de richesse des éléments présentés, de la variété, de la qualité de la réflexion, et la même chose aussi au niveau innovateur. Mais dans tous les cas, c'est un regard pour dire oui, bravo, vous avez le badge, ou bien pas encore, et voici une rétroaction aidante pour pouvoir revenir et de refaire cette soumission de badge. Et la rétroaction, eh bien, nos évaluateurs, voici un exemple. C'est quand même, on voulait éviter du papier collé usiné de façon standard. Non, 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 c'est personnalisé. On rappelle les critères, mais on indique aussi en quoi se situe la rétroaction en fonction de ce qui a été présenté par l'apprenant. Donc, elle est très personnalisée et c'est aussi une invitation à poursuivre. Saisie d'écran très rapide, tout ceci est placé dans le portfolio. J'ai presque terminé ici, dans le portfolio de l'apprenant. Donc, vous avez l'exemple de Marie Lemieux et on voit en bas une série de badges qu'elle a obtenus. En passant, par défaut, c'est à affichage public, mais on respecte aussi toutes les réglementations, le RGDP et tout ça en fonction que l'individu peut contrôler les données personnelles. Donc, par contre, ici, on parle d'un accomplissement. Donc, si la personne veut le garder affiché, elle peut facilement le faire. Lorsqu'on clique sur les badges sont cliquables. Lorsqu'on clique, on le voit. Voici le badge que Marie a obtenu et qui avec l'ensemble des métadonnées qu'on peut ensuite copier pour le partager. Mais regardez le bouton du milieu où est la flèche, on peut consulter la preuve. Et c'est quoi la preuve? Eh bien, c'est la mise en récit encapsulée dans un PDF de ce que la personne a fait part comme rétroaction. On peut aussi retrouver des hyperliens vers les artefacts numériques qui ont été placés pour appuyer la demande de badge. Maintenant, je vous amène à la notion de leadership.
Parce que nous, ce qu'on dit aux gens, notre modèle n'est pas une solution clé en main. Ça dépend de votre milieu, ça dépend de votre culture institutionnelle. Est-ce que vous êtes une organisation apprenante ou pas? Quelles sont les réalités, les avantages, les contraintes ou les empêchements? Et comment un leader dans ce milieu peut favoriser la mobilisation des individus ou des équipes autour d'un tel projet de formation? Eh bien, ce qu'on a fait cet automne, on a développé une matrice qui illustre diverses façons que peuvent être mises en œuvre l'accès à ces formations-là. Très rapidement, ça peut être justement le cas où on a des enseignants qui réalisent tous un même badge, un même sujet déterminé par l'établissement. Cet avant-midi, nous allons tous explorer le sujet de la classe inversée Go. Ça peut être mis comme ça de l'avant. Par contre, ça peut aussi être dans le cadre d'un rassemblement, les gens vont pouvoir choisir le sujet de leur choix et ensuite de faire des échanges. Il peut y avoir toutes sortes vous pouvez imaginer la diversité des échanges dans le cadre d'une équipe école assise ensemble pour partager ce qu'elle a fait sur tel ou tel sujet et qu'à l'autre bout, une obtention du badge. Il y a aussi des gens qui n'attendront pas que l'école vienne les inciter à se lancer. Ils vont y aller tout seuls, dans le confort de leur bureau, de leur hamac. Ils vont s'engager librement dans les sujets de leur choix et vont le faire selon leur disponibilité et selon leur objectif personnel. Il y a aussi le cas où on va dire, j'ai vu une école dire, bon, ben cet automne, dans le cadre de notre plan institutionnel de développement professionnel, allez-y, faites ça ou autre chose, mais à la fin d'une telle période, eh bien, vous devrez démontrer que vous êtes engagé dans quelque chose. Donc, un peu plus guidé, mais très, très libre par rapport à ce que l'enseignant ou l'enseignante va vouloir faire selon ses intérêts et sa disponibilité. Tout ceci se résume dans l'image suivante. Donc, on crée son portfolio sur le site, on s'engage dans ses apprentissages et on soumet en mise en récit ce que l'on fait. On reçoit de la rétroaction et la reconnaissance par badge et ça vient finalement valoriser, ça vient démontrer que je suis un enseignant, un professeur qui s'engage dans ma formation. En passant, ce que je ne vous ai pas dit, ce ne sont pas des formations liées à des contenus disciplinaires. Elles sont transversales, génériques suffisamment pour quelqu'un au primaire, au secondaire ou même le post-secondaire. Parce que n'oubliez pas, c'est un appel à ce qu'on fait dans son milieu. Qu'est-ce qu'on en fait dans son milieu, dans sa réalité? Et on s'engage, on reçoit de la rétroaction et on est valorisé par ces nouvelles compétences développées et reconnues par ce système de badge. Donc, un rappel, nos principes, on veut valoriser les gens qui osent sortir de leur zone de confort, qui vont être apprenants et qui auront besoin d'un accompagnement et à différents moments d'avoir des éléments de reconnaissance de ces nouvelles compétences développées. Donc voilà, ça fait le tour de ma présentation. Je vais arrêter le partage ici. En fait, on a déjà commencé à réintroduire la langue française aux écoles secondaires en Libye. On a commencé à analyser l'ancien manuel. Il y avait beaucoup de difficultés pour commencer et pour analyser l'ancien manuel et pour proposer un nouveau manuel et pour former aussi les enseignants de secondaire. On a déjà rencontré quelques difficultés sur notre entourage, notre société, parce que normalement, lorsqu'on va commencer soit pour former les enseignants ou pour introduire la langue étrangère dans notre société, il y a quelques difficultés dans notre entourage. C'est l'influence de la société sur l'apprentissage des étudiants. Et en fait, on doit savoir comment développer le sentiment, en Libye, il y a quelques difficultés, comme par exemple l'existence de certains fondamentalismes
et fanatiques c'est comme obstacle pour notre projet. Pour, par exemple, lorsqu'on a commencé à proposer un manuel de français aux écoles secondaires cette année, il y avait quelques difficultés sur les photos, sur quelque chose culturel. Même lorsqu'on a commencé pour former les enseignants de secondaire, il y avait beaucoup de difficultés. C'est à cause de notre société et l'existence de certains fondamentalismes et les fanatiques. Donc, il y a beaucoup de difficultés à nous rencontrer pour guider l'apprentissage du français et la langue étrangère dans notre société. Donc, c'est quelle compétence et quel rôle joue l'enseignement de langue étrangère dans une société qui remplit, par exemple, les gens qui s'imposent leurs pensées, par exemple, comme les fondamentalismes, les fanatiques, par exemple. Je trouve la question intéressante et c'est le défi que nous donnons à nos experts de contenu au départ, en notant le choix de, bon, on parle de jargon, de terminologie, de référents culturels, sans être trop générique et que ça ne veuille rien dire pour personne. On fait bien attention que ce qui est mis de l'avant soit de la façon la plus neutre possible, avec une variété d'exemples. Donc, c'est... Et j'ajouterais même qu'il y a eu un cas spécifique de collaboration, je ne l'ai pas dit tantôt, avec une région que Viviane connaît bien dans le sud-ouest de la France, pour répondre à des besoins particuliers et le sujet portait sur la laïcité dans les écoles, par exemple. Et pour ceci, on a fait appel à leurs experts de contenu. Nous avions quand même le cahier de charge qui varie, la toile de fond, mais les gens connaissaient proposer des contenus de formation qui tiennent compte de la réalité locale dans ce pays. C'est la même chose pour les gens qui ont des listes de rétroaction, que ce soit des gens du milieu qu'on a pu former. C'est le genre d'entente que nous avons pu faire, que nous pouvons faire. Mais vous pouvez assurer que voilà. de la façon la plus générique ou neutre possible. On va éviter des acronymes, par exemple. Au lieu de parler d'élèves EHDAA, qui ne veut absolument rien dire pour vous, on va parler d'élèves avec des défis particuliers. Ah, ça veut tout dire pour tout le monde. Donc, c'est un peu cette conscience de faire attention de ce qui est mis de l'avant. Et encore une fois, pour la première partie de votre intervention, et comme je l'ai dit dans ma présentation, c'est comment est-ce que localement, on peut s'approprier de ce modèle-là et d'employer dans notre milieu selon la culture de notre organisation pour mobiliser autant que possible. Donc, c'est tout à fait un commentaire très intéressant. On fait attention pour le Canada, donc imaginez pour l'ensemble du monde, on doit quand même être très conscient de ces référents culturels-là. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question pour Jacques? Ou est-ce que tout est clair? Bon, Jacques, donc un grand merci pour cette très belle intervention. S'il y a d'autres questions, eh bien, on les fera remonter, Jacques, hein, pour une suite éventuelle. Voilà. Oui. Un grand merci. Pas que la dernière diapositive incluait mon adresse de courriel, si vous voulez m'écrire. Oui, donc je vais l'envoyer à tout le monde, hein, Jacques. J'enverrai le PowerPoint à tout le monde. Un grand merci, donc, Jacques, pour cette très belle présentation. Un grand merci à tous. Et donc, à très bientôt pour la suite de ces réflexions. Bonne soirée. Au revoir à tous.